Parlons maintenant de la légèreté des senteurs d'Orient. Parfum d'Orient, un voyage sensoriel qui a démarré hier, 26 septembre, à Paris, à l'Institut du monde arabe. Bonjour Agnès Carayon. Bonjour. Vous êtes co-commissaire de cette exposition, Parfum d'Orient. D'abord, concrètement, comment est née l'idée de cette exposition? Alors c'est un projet qui est tellement évident, le lien entre le monde arabe et les parfums est tellement ancien et tellement prégnant que c'est un sujet qui est dans les cartons de Lima, si je puis dire, depuis quasiment la création de l'institution. Voilà, donc une trentaine d'années, tout à fait. Et du coup, voilà, bon, on a voulu lui donner une vision résolument contemporaine et l'ancrer vraiment dans le monde d'aujourd'hui. Et puis surtout, aujourd'hui, on peut mettre en odeur les espaces beaucoup plus facilement qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Voilà, donc il y a une exposition olfactive qui participe aussi à l'exposition, alors que voilà, il y a quelques années, on n'aurait pas pu lui donner cette dimension-là. On a donc les moyens techniques, la possibilité technique de le faire, on va y revenir. Vous avez parlé de ce lien évident entre le monde arabe et les parfums. Concrètement, comment on traduit cette relation entre le monde arabe et les parfums, cette évidence que vous dites? Alors, on va raconter l'histoire déjà, à montrer que c'est un lien qui remonte à la plus haute antiquité. Les parfums sont nés en Orient. L'Arabie est le berceau vraiment des premières matières premières qu'on a utilisées pour composer des parfums, et ça remonte à la plus haute antiquité. Et puis surtout, nous avons voulu parler de tous les usages dans la société arabe autour des parfums. Donc, on utilise des parfums pour tout type de rites ou d'actions quotidiennes. Donc, on a vraiment mis l'accent là-dessus pour montrer à quel point on va le souk du parfumeur, par exemple, est un endroit hautement symbolique dans la médina arabe. Toutes les médinas arabes ont un souk du parfumeur dédié à cet artisanat. Donc voilà, c'est un lieu hautement symbolique, mais on utilise également, il y a des rituels d'hospitalité qui sont très importants. Quand on reçoit les gens, on les parfume, voilà. Et donc ce sont des rituels qui sont très anciens, qui ont traversé les siècles et qui sont encore importants aujourd'hui. Je me suis laissé dire aussi qu'on utilise en cuisine aussi, non? Alors on parle effectivement des odeurs de cuisine parce que déjà la cuisine participe à embaumer la maison et c'est important que la maison sente bon, mais surtout les matières premières qu'on utilise pour faire des parfums corporels sont parfois utilisés pour parfumer les plats. Donc on utilise certaines épices dans la parfumerie, le safran par exemple. Ce n'est pas uniquement pour cuisiner, c'est également une matière première essentielle dans la parfumerie orientale. Mais l'eau de fleurs d'oranger, l'eau de rose, donc voilà, ça parfume la pâtisserie, mais c'est également des parfums. Ce sont également des parfums. L'expérience olfactive que vous avez évoquée, que pouvez-vous nous en dire de plus? Alors évidemment, avec un sujet pareil, on voulait vraiment que l'exposition, qui est un parcours olfactif qui participe à la narration de façon très forte. On ne voulait pas que ce soit du saupoudrage, donc on a vraiment intégré cette dimension-là dès le début. Et donc il y a une trentaine d'odeurs qui jalonnent l'exposition, et pour ça on a fait appel à un grand parfumeur qui s'appelle Christopher Sheldrake, qui a créé toutes les odeurs, et on a fait appel à une jeune société qui s'appelle Magic, qui a conçu des dispositifs olfactifs qui sont visuellement forts, et puis où il y a une interaction avec le visiteur pour que le visiteur puisse sentir les parfums dont on parle. Ils s'amusent finalement dans une sorte de jeu de piste pour savoir. Alors c'est pas forcément un jeu de piste, il y a des dispositifs qui sont plus ou moins ludiques, plus ou moins interactifs. Il y a plusieurs dispositifs, certains sont très discrets, mais d'autres demandent la participation du visiteur. Et voilà, c'est pas toujours le même dispositif. On a voulu, en fonction de la thématique qu'on traite, proposer une expérience différente. Est-ce que ces parfums sont aussi une carte d'identité des différentes cultures de l'Orient? Alors le parfum effectivement est très important pour le monde arabe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc il y a des matières premières qui sont identifié, voilà. Donc la parfumerie arabe, il y a beaucoup de oud, ce bois qui sont très forts, de musc, il y a beaucoup de rose aussi. Donc il y a des matières premières qui sont caractéristiques, de cette parfumerie orientale. Voilà, ce sont des parfums qui sont assez capiteux, qui sont pas des parfums légers, et voilà, ça caractérise vraiment la famille des parfums orientaux. Est-ce que ces parfums, ces huiles, ces fragrances, c'est plus féminin
que masculin. Alors pas du tout, c'est pas genré. Les hommes se parfument beaucoup. Dans la culture musulmane, pour un homme, se parfumer, prendre soin de son corps, c'est vraiment quelque chose de très normal. Hein. Donc, par exemple, la rose, qu'en Occident on identifie plutôt comme un parfum féminin, dans le monde arabe c'est plutôt utilisé par les hommes. Donc voilà, la vision du genre n'est pas la même. C'est quelque chose de très culturel en fait. Et pour aller plus loin, ceux qui en ont la possibilité, eh bien, il y a donc l'exposition Parfums d'Orient, visible jusqu'en mars 2024 à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Merci Agnès Carayan, co-commissaire de l'exposition. Merci d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci beaucoup.